Madame, monsieur, bonsoir. Excellente année à vous. Bonne année, comme on le dit traditionnellement. Nous sommes très heureux de vous savoir en excellente santé. Merci d'être avec nous sur le Grand Talk, c'est Live TV. Merci infiniment. Que 2025, en tout cas, vous accorde le meilleur. En santé, beaucoup d'argent, beaucoup de contrats, des maisons, enfin bref, tout ce que vous désirez, que le Tout-Puissant vous l'accorde. Encore une fois, excellente année et merci d'être avec nous. C'est le Grand Talk, nous démarrons maintenant. Quel bonheur d'être avec vous en ce jeudi 2 janvier 2025. Oh my God, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avez bien célébré. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, à retrouver mes amis ici qui sont en pleine santé. Bonsoir Herman. Bonne année, excellente année. Merci Christelle. Happy New Year. Happy New Year, Fribalé. En tout cas, bonne et heureuse année à vous, santé, surtout à tous les Ivoiriens. Et comme on est dans une année assez électorale, qu'on calme les esprits pour amorcer bien cette année. En tout cas, la stabilité, c'est ce que les Ivoiriens recherchent. C'est clair. Barry, excellente année à vous. Merci Christelle, excellente année à vous, excellente année à tout le personnel de Live TV et à tous les Ivoiriens. Marius Komoué, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année Christelle, bonne année à l'ensemble des téléspectateurs et des téléspectatrices. Que cette année nouvelle 2025, au titre de cette année nouvelle 2025, recevez nos vœux de bonheur, voilà, de santé et de réussite. Que tous vos vœux se réalisent, que le bonheur accompagne chacun de vos pas. Songeons surtout, pour certains d'entre nous, à changer de look, à mettre de l'ordre dans notre vie et à nous fixer des objectifs et de bonnes intentions. Belle et prospère année 2025 à tous et à toutes. Merci Marius. Élisée Boloube, bonsoir et bonne année à vous. Merci beaucoup Christelle. Bonne heureuse année à vous aussi Christelle. Bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs. Je leur souhaite pour cette année 2025 en premier lieu la santé. Parce que j'estime pour ma part que quand il y a la santé, on peut relever tous les autres défis. Deuxièmement, comme Herman l'a dit, nous sommes en une année électorale. C'est cela. Et généralement, en tout cas pour ce qui a été donné de constater les années antérieures, ça rime avec anxiété. Mais je prie que cette année soit une année de paix pour la Côte d'Ivoire. Et à cet effet, je voudrais particulièrement faire un coucou à nos hommes politiques qui, je pense, sont tous animés par cette volonté-là de voir notre pays aller de l'avant et très stable. Et je voudrais donc leur dire qu'on prend ensemble le pari d'œuvrer à la stabilité de notre pays et à tous les Ivoiriens aussi. C'est vrai dans la contradiction, mais surtout garder l'essentiel, la stabilité et la paix de la Côte d'Ivoire. Oh, merci beaucoup. Mais en même temps, je ne sais pas, il faut vous souhaiter la bonne année, Barry. Oui, bonne année, bro. Oui, bonne heureuse année. Le brillant Élysée, bonne année. Bonne heureuse année à toi. Bonne chance pour les Verts. Herman, très bien. Barry, bonne année à vous. En Christelle, tout cas, à toi aussi. merci très cher. En tout cas, excellente, magnifique année à vous. Et comme ils l'ont dit, c'est une année électorale. Paix sur la Côte d'Ivoire, surtout c'est ce qu'on attend. Tu leur as dit que tous les vœux se réalisent. Il faut plutôt préciser que les vœux les plus nobles, parce qu'on ne sait pas quels sont les vœux pour certains d'autres. Marie, vous voulez commencer un débat tout de suite. On va dire que vos vœux les meilleurs se réalisent. Ah oui, et les plus nobles surtout. Les plus nobles, d'accord. Voilà, alors regardons un peu ce que vous avez fait, parce que écoutez, quand on traverse, quand on a un crossover, on traverse de l'année 2024 jusqu'à 2025, il faut s'interroger. Qu'est-ce que nos amis ont eu à faire le 31, le 1er? Nous, on sommes le 2 aujourd'hui. Herman, vous avez fait quoi le 31? Déjà, le 31, je suis allé... Après l'émission. D'abord, le 30, je suis allé chercher ma mère qui vit habituellement chez mon aîné à Grand Bassin. Je suis allé la chercher pour venir... c'est magnifique, ça. Chez mon autre aîné, chez mon aîné à Bergerville. Elle a 89 ans. Oh my God! Depuis le 1er janvier. C'est une grâce. Pour me souhaiter joyeux anniversaire, qu'elle reste encore avec nous pendant longtemps. Et avec chez mon aîné, donc Kousso Bénédicte à Bergerville, un peu perfecté. Après, je suis parti avec mes enfants à San Pedro pour passer le 1er janvier avec un autre aîné, Yapi Jean-Charles, que je salue, qui, tout le temps de mon exil, qui s'est occupé de mes enfants et qui continue de faire beaucoup pour moi. En tout cas, Charles, on fait ça. Et les filles d'Herman sont magnifiques, excellentes, intelligentes. Bravo Herman, tu es un bon papa. Merci. Barry, qu'est-ce que vous avez fait le 31? Écoutez, 31 premier. J'étais entre la famille et les amis. On a passé de bons moments. J'ai un ami qui est revenu de voyage, qui était là pendant les périodes.
On ne s'était pas vu depuis 2 ans, donc on a profité pour se parler, discuter du bon vieux temps et Vous avez refait le monde. de sport surtout, parce que c'est un fan du Real Madrid. Moi, je suis un fan de Barcelone, donc tu vois que le débat était intense autour de la nourriture. C'est méchant. Élisée, alors qu'est-ce que vous avez fait et puis, regardons aussi ce que vous avez mangé, hein, c'est important. Ah, ben oui. Déjà, le 31, après l'émission ici, je me suis directement rendu à l'église avec la famille. C'est très important. Voilà, faut dire merci à Dieu qui vous a gardé pendant 365 jours. Ah oui, hein. Voilà, et qui permet aussi que vous puissiez voir la nouvelle année. Nous pensons que c'est une occasion vraiment d'exprimer toute notre gratitude à notre Dieu. Et donc, nous sommes allés à l'église, nous avons passé le réveillon de l'église. Après, nous sommes rentrés à la maison nous reposer, vu que la journée du 1er était une journée hyper chargée. Une journée qu'on a passée en famille avec les parents, avec les sœurs, les frères, les beaux-frères, les belles-sœurs. Vraiment, c'est un rituel qu'on a généralement les premiers, se retrouver en famille, tout le monde, autour d'une table, partager avec les enfants, les neveux, les nièces et tout ça. Et donc, on a vraiment festoyé. On a mangé des choses assez intéressantes. Pas du poulet encore. Non, mais même si le poulet reste pour moi la meilleure nourriture. Mais pour cette occasion, quand même, il a fallu faire plaisir aux enfants et aux parents et tout ça. Donc, on a mangé de la dinde farcie, on a mangé du choukouya de mouton. N'est-ce pas? Voilà, et on a mangé des frites de pomme, bon, beaucoup de choses, hein, des foufous. Vraiment, en tout cas, on a allié nourriture occidentale et nourriture africaine. C'était un bon mélange. Vraiment, c'était un bon mélange. Et tu manges bien, tu as vécu là. On s'est vraiment gavé, oui, c'est important. Dieu nous a permis de vivre 365 jours. On voit une nouvelle année, il faut en profiter. Marie, vous avez fait quoi justement le 31? Et vous avez mangé quoi? Non, réveillon d'abord le 31, ensuite le premier jour de l'an, conseil de famille. Ah oui, c'est important. Ah oui, conseil de famille pour recueillir justement les préoccupations des uns et des autres, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, encourager ceux qui ont moins travaillé, surtout pour nos élèves et nos jeunes qui sont à l'école, au niveau du cercle familial, mais ce qui s'est terminé d'ailleurs autour d'un repas festif où il y avait vraiment à manger et à boire, chacun a eu pour son compte. En tout cas, moi, je me suis garni. Je me suis vraiment garni. Et le conseil de famille, ça me rappelle à une certaine époque, notre père également faisait ça, les 31, la traversée, comme on le dit, Herman aime l'utiliser. Et il rassemblait tout le monde et puis voilà, il donnait un mot à chacun, les encouragements. Les bénédictions aussi. La bénédiction, voilà, c'est des choses importantes à faire et tout ça. Herman, de San Pedro, enfin d'Abidjan à San Pedro, Benjerville, vous avez mangé quoi? Herman n'est pas trop mangeur, hein, il n'est pas gros mangeur. Ne donne pas l'impression. Il ne donne pas l'impression, mais est-ce qu'en réalité, il n'est pas un mangeur? J'aime assez grignoter. Lui, il grignote plutôt. Je ne suis pas du genre à manger en quantité comme Élisée, malgré... qu'il soit toujours bien conservé. En réalité, et je suis beaucoup plat de chez moi, plat traditionnel. Quoi. Le bœuf cosseux. Le bœuf cosseux, la sauce graine, voilà. Et puis on finit toujours par le riz national. En tout cas, c'est ce genre de mets là, les beignets africains qu'on appelle bofoto, l'aller-retour, des trucs comme ça. On peut témoigner. Et non pas des pizzas et autres, franchement. Parce que quand Herman nous rejoint toujours en réunion, c'est des... En tout cas, quand Dieu touche son cœur, c'est ça qu'il achète. Et surtout ça. Mais tu n'as pas cité la sauce pistache. Oui, la sauce pistache, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça manque pas du tout. Chez nous, c'est la nationale. Le jour de fête, si tu n'as pas mangé de la pistache, de la sauce pistache, c'est comme chez les amis aussi. Ah bon. Donc, voilà. Barry, je sais ce que Barry a mangé. Je peux mettre ma main au feu. On imagine tous. La viande blanche, bien sûr. Braisé avec du lait. Cette fois-ci, c'est en mode Kedjenou. Ah bon? Et qui l'a fait? Non, mais le lait, c'est sans manquer. Non, mais il y a une réponse. Il y a une question stratégique qui est arrivée. Qui l'a fait, le Kedjenou? Ça, c'est... Là-dessus, permets-moi, on se souvient qu'il y a une dame qui nous a interpellés une fois. Mais votre frère, Barry, il n'a pas faim à la maison. On le voit manger partout. Herman, c'est pas possible, ça. Non, il a un coup de résolution. Herman, mais c'est terrible. Non, mais tu sais, comme tout bon peuple, tu sais que nous, le lait, c'est une histoire ancestrale. Mais bien sûr. Il faut toujours un peu de lait à côté. Avec du thé. Tout à fait. Pour digérer, pour la digestion. Mais en tout cas, messieurs, on sent bien que les célébrations se sont très, très bien passées. Et ce qui est bon, c'est que voilà, Dieu nous a... Elisa dit quelque chose de très important. On a été gardés, ce n'est pas par nos propres forces ou notre volonté.
parce qu'il y en a avec qui on a commencé 2024, qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus. Comme mon vigile, par exemple. Voilà, on le saluait la dernière fois, mais le Créateur nous a fait vraiment la grâce, vous et moi, avec nos amis sur le plateau, d'être en vie. Il est bon de pouvoir vraiment lui dire merci. Et c'était l'occasion de célébrer, d'aller aussi prier pour ceux qui sont catholiques, aller à la vigile, c'est cela? Et pour ceux qui sont protestants, évangéliques, à la traversée. Enfin bref, c'était l'occasion pour dire merci à Dieu et célébrer en famille. Alors, quand on finit de dire tout ça, comment on pouvait qualifier l'année écoulée, Herman? S'il y avait un mot que vous pouviez utiliser pour qualifier cette année-là. C'est une année pour... 2024. Oui, évidemment, je pense que la Côte d'Ivoire a gagné aussi comment on pourrait dire ça, en soleil pour le monde. Hein. On a commencé en visibilité. En visibilité, mais je peux dire soleil. On a commencé l'année lumière même. On a commencé l'année avec une belle canne, bien organisée aujourd'hui. Moi, je ne vois même pas de la coupe qu'on a remportée. Le simple fait d'avoir réussi le pari de l'hospitalité en recevant tous ces peuples qui sont venus. Les gens sont venus partout. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de témoigner de cette chaleur ivoirienne qu'ils découvraient déjà par les réseaux sociaux. Et on a poursuivi. C'est une année, on a eu les législatives qui se sont plus ou moins bien déroulées. Et puis voilà. C'était les législatives cette année? Non. Non, c'est les municipales. Les municipales, les élections locales qui sont plus ou moins bien déroulées. Voilà. Les Ivoiriens, moi je pense que ce sont les Ivoiriens qui sont les personnalités, les populations ivoiriennes qui sont les personnalités de l'année. Et on y arrivera justement. Barry, si vous deviez qualifier cette année 2024? Ben écoutez, sur le plan personnel, pour moi, je dirais que c'est une année pleine de succès parce que j'ai pu réaliser un objectif qui m'était cher, c'est de soutenir ma thèse et doctorat. Oui, donc à ce niveau, comme on le dit, je dis hamdoulilah. Sur le plan national, je dirais que l'année 2024 s'est globalement bien passée avec la CAN, belle victoire des éléphants, de l'engouement, de la visibilité pour l'État. Sur le plan politique, quand même de la stabilité, même si c'est fragile. Mais je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et sur le plan mondial, il faut dire que 2024, c'est aussi une année... je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des conflits partout, au Soudan, nos frères du Sahel qui sont éprouvés par le phénomène que nous savons, l'Ukraine et la Russie qui se tapent dessus, la Syrie, et le Yémen, la Palestine. Exactement. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de témoigner une grande affection à toutes les victimes de violences dans le monde, que ce soit au Soudan, que ce soit au Sahel, particulièrement au Sahel, qui sont nos voisins directs, nos frères maliens, burkinabés et nigériens, qui sont vraiment dans une situation difficile pour les populations civiles. Donc, c'est une opportunité pour souhaiter à tous ces pays-là de retrouver la stabilité, parce que la stabilité sahélienne, c'est la stabilité de la côtière. Nous sommes liés. Merci donc, que Dieu protège tous ces pays-là. On va dire Amine. Alors, Marius, comment justement, commentaire sur l'année 2024, en quelques mots? 2024, pour nous qui sommes dans la défense des droits et la protection des intérêts des consommateurs, je peux vous certifier que cela nous a été on ne peut plus bénéfique dans la mesure où, de plus en plus, et contrairement au passé, nous sommes désormais beaucoup plus à la table de discussion. Et c'est le lieu d'ailleurs de remercier l'ensemble des présidents d'associations de consommateurs qui ont perçu l'initiative que nous leur avons naturellement divulguée, qui consistait naturellement à aller à la table de discussion avec des arguments, contre-arguments et discuter avec les pouvoirs publics pour naturellement glaner quelques lauriers pour les consommateurs. Et à ce propos, les pouvoirs publics nous ont tellement bien compris que de plus en plus nous sommes associés à la sphère de décision, à la prise de décision, au point que désormais nous avons des tables de discussion, nous avons des cadres d'échange qui s'offrent à nous partout où les droits du consommateur sont mis à mal, et l'État est en train de mettre en place des cadres d'échange, et cela est tout à l'honneur du régime actuel, bien que ça a été un combat de très longue haleine. Hier, on n'était pas assez écoutés.
de plus en plus, nous sommes très écoutés. Et ça, je le dis avec fermeté, nous sommes de plus en plus écoutés parce que nous avons réussi tout simplement à peser dans la sphère des décisions, à peser de notre poids dans la sphère des décisions avec justement les différents principes qui régissent le mouvement consommateur. Et les présidents d'associations de consommateurs ont eux-mêmes aussi compris leur responsabilité dans la défense des droits et la protection des intérêts des consommateurs qui ne riment pas avec l'opposition à un régime en place. Élisée? Oui, moi, je pourrais qualifier cette année d'année lumineuse. Hein, quand on voit 2024. 2024, une année lumineuse pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire, qui a rayonné aussi bien à travers la CAN, mais plusieurs autres compétitions et plusieurs autres activités, que ce soit au niveau culturel. Nous avons assisté à des prix glanés par nos artistes à travers, je vais dire, le continent et même en dehors. Donc, c'était une année vraiment où la Côte d'Ivoire a marqué de son empreinte, je vais dire, l'échiquier sportif au niveau africain, mondial même, je dirais, mais également, en tout cas, en ce qui concerne le volet culturel. C'est vrai que l'année n'a pas commencé, pour ce qui me concerne, de la meilleure des manières, parce que le 2 janvier déjà, j'inhumais l'un de mes meilleurs amis que j'appellerais pratiquement frère, que beaucoup connaissent, hein, qui a marqué, en tout cas, l'histoire, je dirais, des médias en Côte d'Ivoire, et notamment des médias au niveau sportif, qui s'appelait Nathan Koné, voilà, qu'on appelait affectueusement à ta pointe le Zaparo, qui était vraiment quelqu'un de très, très, très bien, qui est décédé le 29 décembre 2023, à ses 40 ans, le jour de ses 40 ans même. Donc, c'était difficile pour nous, pour ceux qui nous connaissent et qui connaissaient les liens que j'avais avec lui. On a commencé difficilement. Pour nous, c'était le plus grand absent de la CAN. Il a accompagné les éléphants sur tous les stades du monde. Hein. C'était l'un des meilleurs reporters photographes, en tout cas au niveau sportif. Il nous a fait vivre des images pas possibles, des aventures avec les éléphants, mais qui nous a quittés. Et le 29 dernier, nous avons fait même une cérémonie hommage en son honneur. En son honneur, oui. C'est vrai qu'il est parti. Ça a été très douloureux, mais les événements qui ont suivi après ont amené du baume au cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est totalement cicatrisé, mais on essaie de faire le deuil tout doucement et on espère que Dieu nous aidera à supporter ça. Et on priera avec vous. En tout cas, merci, messieurs, d'avoir regardé avec voilà, vos yeux clairs, simples d'analystes, de citoyens, l'année 2024. Regardons cette année 2025. On sait bien qu'elle est à fort relent politique avec ce grand rendez-vous qui nous attend en octobre, l'élection présidentielle de 2025. Tous les signaux, on va dire les signaux importants, africains comme du monde, seront dirigés vers la Côte d'Ivoire. Que produira la Côte d'Ivoire pour 2025? Herman, selon vous? 2025, comme on l'a dit, hein, le grand pari pour la Côte d'Ivoire, c'est d'abord de réussir une élection présidentielle apaisée. On sait que de notre histoire, il y a ces années-là, l'année électorale a toujours été sujette à beaucoup de crispations et autres. Et le pari qu'on doit se donner, c'est de réussir à tenir une élection apaisée. Mais quand on dit élection apaisée, ça veut dire que le jeu, il est franc, il est équilibré, il est transparent, il est inclusif et il n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'il ne rejette pas forcément certains candidats ou que le mode de scrutin ne pénalise pas forcément les candidats pour que le jeu soit équitable. Et je pense que si cela est fait, on va aller à une année apaisée. C'est le grand défi pour moi, pour les Ivoiriens. Maintenant, au niveau du monde, tout à l'heure, quand on parlait de 2024, on peut ramener le comeback de Trump au niveau du monde qui était un élément important. Il y a la réussite de la prison au palais de Diomaye Faye, le cas sénégalais, qui était un cas d'école. Il y a même les élections au Ghana, qui étaient des élections très apaisées, avec le retour de John Dramani. Donc, je veux dire que ça donne de l'espoir qu'en 2025, si on réussit à copier ces exemples-là dans le déroulement du processus électoral, je crois qu'on peut y arriver. Puis les Ivoiriens vont tous gagner. Ils ne vont pas se chercher, comme souvent on le dit, là, à l'approche de la date électorale. Barry, je ne dirais pas vos vœux pour 2025, mais selon vous, quel est le plus grand pari pour la Côte d'Ivoire en 2025? À mon avis, le plus grand pari de la Côte d'Ivoire en 2025, comme Herman l'a dit, c'est de réussir des élections présidentielles apaisées. Il est inconcevable que 64 ans, 65 ans après l'indépendance,
un grand pays comme la Côte d'Ivoire ne connaisse pas des élections présidentielles apaisées. Donc, c'est le moment de rattraper le coup. Et c'est un travail d'ensemble. C'est vrai que les hommes politiques, ce sont ceux-là qui compétissent pour la conquête du pouvoir. Mais nous avons tous une part de responsabilité dans la réussite de ces élections-là. Quand je dis nous, je parle des populations, celles qui doivent voter, celles qui subissent l'impact en cas de violence. C'est aussi celles qui ont la force. Mais globalement, les gens ont une difficulté à percevoir la force du vote. Et donc, cette fois-ci, il faut que tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale aillent voter tranquillement pour le candidat de leur choix. Mais on a aussi un grand devoir en tant que personne de médias. C'est cela. Puisque nous sommes suivis, on est censé être des pédagogues. Donc, à notre niveau, il va falloir aussi qu'on relève le défi, celui de fournir, de décrypter l'actualité et de fournir des conseils pédagogiques, à mon sens, qui pourraient être d'une utilité nationale et républicaine. Mais le plus grand boulot, c'est celui des politiques. Parce que ce sont eux qui compétissent. Et toute compétition doit être saine. Et je prie pour que, pour une fois, les présidentielles aboutissent à un processus apaisé où les candidats, celui qui est gagnant, est félicité par son adversaire. Herman a souligné le Sénégal. L'appel de M. Amadouba a contribué à décrypter. Candidat de la majorité présidentielle. Oui, candidat de la majorité sortante présidentielle. Qui a perdu, qui a appelé celui qui a gagné. Tranquille. Au Botswana, le parti au pouvoir a perdu. Il n'y a pas eu de violence. Sur le continent africain, le seul pays où il y a eu de la violence, c'est le Mozambique. Au Ghana aussi, c'était également Au Ghana, apaisé, ça, c'est devenu une routine habituelle. Ça, s'il y a violence, ça va étonner quelqu'un. Mais je veux dire qu'au Mozambique, c'est aussi l'occasion pour prier pour que les Mozambicains se ressaisissent pour ne pas détruire leur pays. Et je pense que vous avez dit une chose assez importante. Notre responsabilité en tant qu'hommes et femmes des médias, c'est d'avoir des propos mesurés parce que de toute façon, nous forgeons une partie de l'opinion. Tout à fait. Et vous avez eu le propos juste. Du moins, Marius, selon vous, quel sera le plus grand pari, le plus grand défi pour notre belle terre des Burnés? Mais je ne dirais pas autre chose qu'ont dit mes prédécesseurs. Aujourd'hui, nous savons tous que 2025 est une année charnière au plan politique pour la Côte d'Ivoire, eu égard aux élections présidentielles qui profilent à l'horizon. Nous en appelons donc au sens de la responsabilité, au sens de la volonté de nos gouvernants, mais également des acteurs politiques dans leur ensemble, d'œuvrer pour consolider nos acquis. Tenez-vous bien, de 2011 à 2024, ça fait environ un peu plus de 13 ans, au point qu'aujourd'hui, en 2025, on ne se souvient même pas qu'en 2011, on ne pouvait pas se promener, il y a 13 ans, on ne pouvait pas se promener dans les rues d'Abidjan. Il y a 13 ans, l'économie nationale n'était pas à ce niveau. Il y a 13 ans, la vie en Côte d'Ivoire n'était pas ce qu'elle était. Et donc, il faut œuvrer dans le même sens en veillant à ce que nos gouvernants préservent les acquis, les fondamentaux de ce pays qui ne sont autres que l'unité nationale, qui ne sont autres que la stabilité nationale. La politique, c'est vrai. Les élections, c'est bien. Mais la vie des humains, la vie des Ivoiriens, la vie des Ivoiriennes compte plus que les actes politiques que les uns et les autres. Et donc la politique, on l'a fait pour gouverner des gens, pour faire le bonheur des gens et non pour les voir mourir comme des petites mouches parce que tout simplement, on n'a pas gagné une élection, parce que tout simplement, on n'a pas été ceci, on n'a pas été cela. Il faut privilégier l'intérêt national au détriment de ses intérêts personnels. Et ça, cet appel-là, je voulais le lancer aux politiques parce que nous, sociétés civiles, nous, populations ivoiriennes, avons besoin de paix pour consolider nos acquis. Élysée. Oui, je pense que tout ce que mes prédictions ont dit, je les prends aussi à mon compte. Juste que moi, je veux rappeler à l'attention des uns et des autres qu'un État est régi par des règles. Et chacun a un rôle à jouer dans un État. Il faut qu'on joue ce rôle et qu'on le joue de la meilleure manière dans l'intérêt de tous et non pas dans le but de détruire. Les gouvernants, c'est-à-dire ceux qui ont les rênes du pouvoir, doivent veiller à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des Ivoiriens. Ça, c'est leur rôle et il faut qu'ils y travaillent avec acharnement. Les opposants doivent interpeller les pouvoirs sur les manquements
et sur éventuellement les choses à faire pour améliorer davantage. Et le faire ou le dire ne doit pas se faire dans l'invective, ne doit pas se faire dans des ressentiments, ne doit pas se faire avec animosité. On peut interpeller quelqu'un avec la manière la plus responsable et ça peut permettre à la personne de changer. Point n'est besoin de se lancer dans des invectives ou bien se lancer dans des diatribes. Ce n'est pas utile, ce n'est pas important. Ce d'autant plus que ne perdons pas de vue qu'on a des citoyens à éduquer. On a des enfants à éduquer, à former et qui nous regardent. Et tout ce qu'on dit, toute parole qu'on prend, ils s'en inspirent. Donc, il faut qu'on retienne que tout ce qu'on dit là fait écho. Ça, c'est déjà ce que je veux dire. Les populations aussi, elles ont un rôle à jouer. Dans un État, je veux dire, l'évolution de la société n'est pas le fait juste des gouvernants. L'évolution de la société n'est pas le fait juste des partis politiques, mais les citoyens ont leur rôle à jouer. Quel que soit ce que tu fais dans la société, fais-le bien, fais-le dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de l'État. Vraiment, c'est ce que je voulais dire à chaque citoyen. On peut faire de notre pays ce dont on rêve, pour peu que chacun fasse ce qu'il a à faire et qu'il le fasse de la meilleure des manières, avec responsabilité, avec amour. C'est à ce prix-là qu'on pourra parvenir à mettre notre Côte d'Ivoire, à hisser notre pays sur le toit du monde. Et je pense que c'est possible. Quand je regarde juste, excusez-moi de faire juste un peu de digression, mais quand je regarde aujourd'hui la proportion des jeunes Ivoiriens qui intègrent les écoles les plus prestigieuses, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais c'est ahurissant. Quand vous regardez la proportion comparée à d'autres pays, mais c'est ahurissant. Vous voyez combien de fois les jeunes Ivoiriens sont brillants et talentueux. Bien sûr. Même sur le plan local ici, quand vous voyez ce que les jeunes gens réalisent, on se rend compte que ce pays-là a du vivier, a vraiment de... Il y a une intelligence. Oui, a de l'intelligence, a du vivier. Pour peu que chacun l'exprime dans un cadre sécurisé, apaisé, et surtout avec la pensée de le faire pour le bien commun et non pas pour l'intérêt personnel. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez été tous, autant que vous êtes sur ce plateau, très, très vrais, parce que c'est votre nation, c'est votre terre, et vous tenez à elle, et vous avez dit vos vœux et votre souhait, et surtout le pari que les politiques et les populations doivent prendre pour faire en sorte que cette nation, après octobre, ne soit pas en train de s'effriter. Elle soit plus forte. Elle soit plus forte. Et que les Ouais. Ivoiriens ne soient pas en train de dire je vais au village, je vais me cacher ici. Non, pas du tout. On doit pouvoir passer le cap d'octobre calmement, comme une lettre à la poste. Et puis voilà. Merci infiniment. Alors, messieurs, vous savez, nous sommes le 2 janvier, donc il y a eu le discours du chef de l'État. On aura la capacité de faire un bon décryptage déjà demain. Mais quelques éléments clés. Alors, il a parlé d'une construction d'une cité, de l'innovation, de la culture qui sera un lieu unique qui regroupera les infrastructures technologiques de dernière génération et un espace dédié à la promotion des arts et la culture. Ensuite, le président de la République s'est également réjoui de ce que l'UNESCO l'ait désigné garant du prix Nobel de la paix. On se le rappelle, le prix qui porte le nom du père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Et la grâce présidentielle, c'est de tradition. La grâce présidentielle pour environ 2000 prisonniers. Et enfin, une excellente nouvelle, en tout cas, pour l'élargissement des bénéficiaires des filets sociaux. Mais demain, on se fera fort de faire un plus large décryptage. En attendant, nous allons donc aborder le point de ce que vous attendez. Il s'agit simplement de ce top 10. Rappelez-vous, en fin décembre 2024, nous lancions donc ce voting via WhatsApp sur les 10 personnalités politiques de l'année 2024. Selon vous, un numéro de téléphone avait été donné pour que vous puissiez voter. Et les résultats sont connus, messieurs. Avec votre permission, nous avons les 10 les 10 personnalités. La fumée blanche est sortie. Nous allons commencer par la 10e personnalité, avec votre permission, chers amis. Et la 10e personnalité, chers téléspectateurs, n'est autre que Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a été jugé donc par nos téléspectateurs comme étant la 10e personnalité politique de l'année 2024. Herman, réaction. Je constate que c'est l'un des lieutenants de l'ancien camp présidentiel qui vient juste après Laurent Gbagbo. Ça veut dire que quand on regarde la palette des 10 personnalités, il y a 2 qui sont proches du camp présidentiel Laurent Gbagbo, donc Laurent Gbagbo lui-même et Charles Blé Goudé. Oui. Donc je pense que déjà, cette position-là
quoique pour moi, c'est vrai que je ne suis pas dans la tête de tous les Ivoiriens. Pour moi, il aurait pu avoir une autre place de choix. Quel par exemple Oui, moi je pense que mais ce n'est pas parce qu'on a un gros portefeuille politique qu'on gère au niveau du gouvernement qu'on doit être forcément personnalité de l'année. C'est sur certains actes. Voici un monsieur, cette année, il a fait bouger son parti, il a fait beaucoup de choses. Pour moi, en tout cas, je ne vais pas venir refaire le classement, mais il aurait pu être... Selon le vote des téléspectateurs. Mais où c'est encourageant, c'est que de tous les lieutenants de Laurent Gbagbo, c'est lui qui est là. Donc il pourrait constituer une alternative pour ce camp-là, surtout que Laurent Gbagbo lui-même, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore réglé sa question. Ce vote-là vous donne cette ligne-là déjà. Oui, de présence sur la liste électorale, on pourrait le dire. Maintenant, pour les autres, on peut débattre après. Très bien. Alors, le président donc, du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples occupe donc la 10e position. À la 9e position, Barry, ce sera avec vous, nous avons le ministre Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement. Un mot pour lui? Bon, je pense que le ministre, il occupe quand même la scène à travers les initiatives prises par son ministère. C'est aussi, je crois, l'un des porte-parole du parti au pouvoir. Porte-parole adjoint. Porte-parole adjoint, voilà, du parti au pouvoir. Donc, c'est et du gouvernement. Lui donne l'opportunité d'être visible sur les médias et de poser des actions dans son ministère. Et même dans sa région. Voilà. C'est un vote. Donc, il est toujours subjectif. Ce sont les votants qui ont choisi. Vous l'auriez mis, vous, par exemple, à quelle position, Barry? Bon, pas lui personnellement, mais dans le classement, je vois quand même d'autres personnes que j'aurais mis dans le top 10. Mais lui, je l'aurais mis quand même à la 9e ou 8e place. D'accord. Dans tous les cas, après, on fera le point des oubliés, de ceux qui, selon vous, auraient pu être dans ce classement. Élisée? Moi, j'avais voulu juste rebondir sur Touré Mamadou. Oui. C'est vrai que Barry a évoqué, je lui ai dit, sa casquette de membre du gouvernement et tout ce qu'il fait dans ce cadre-là avec le programme jeunesse du gouvernement. Qu'il conduit en tout cas assez bien quand même au regard de certains résultats qu'on a. Mais au-delà de ça, je pense que Touré Mamadou a un mérite. Hein. Il est arrivé à inverser la donne dans le Haut-Sassandra. Une région qui était acquise voilà, au FPI à l'époque. Et après même, le FPI se disputait avec le PDCI. Mais il est arrivé aujourd'hui à obtenir la quasi-totalité des sièges de la région du Haut-Sassandra. Il n'a laissé aucun siège au parti adverse. Et il est le président de région et tous les autres départements sont RHDP aujourd'hui. Donc vraiment, il a montré là qu'au-delà de la casquette de membre du gouvernement, c'est un politique averti, c'est un politique aguerri. Ça, il faut quand même le lui reconnaître. Voilà, parce que ce n'était pas du tout évident. Je fais partie, et moi je l'avoue franchement, sans faux fuyant, je faisais partie de l'une des personnes qui était un peu sceptique quand on l'envoyait en tant que candidat du RHDP pour la régionale dans le Haut-Sassandra. Vous ne donniez pas cher de sa peau? Non, pas que je ne donnais pas cher de sa peau. Je sais que politiquement, il a quand même de l'expérience. Mais la région du Haut-Sassandra, c'est une région vaste. C'est une très grande région, une région stratégique. En plus, une région où il y avait des barons, des dinosaures. On va dire naturellement. De l'univers politique ivoirien. On a dans le Haut-Sassandra Djedje Madi. Ce n'est pas un petit dans le Haut-Sassandra. On a dans le Haut-Sassandra Stéphane Kipré, qui est un proche de Laurent Gbagbo et qui était plébiscité par Laurent Gbagbo. Voilà. Oui, Guy Kawi, il est dans le Gore, mais ça veut dire que c'est quand même des personnalités qui ont compté, qui comptent dans le microcosme politique en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas évident pour lui, jeune, quand on envoyait comme ça en tant que président de région, et il est allé battre un dinosaure qui est à la personne de Djedje Madi, et il a réussi à convertir toute la région au RHDP, ce qui n'était pas évident. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je pense qu'il a marqué un grand coup. Et aujourd'hui, au regard de ce qu'il a réalisé là, il se positionne vraiment dans l'esprit comme vraiment un fin politicien. Exactement. Ça, il faut qu'on lui reconnaisse quand même. Tout à fait. Barry, vous voulez rajouter quelque chose? Élisée a raison, j'avais complètement oublié ce pan-là. C'est le ministre. Et dans mon analyse, c'est le ministre que j'ai pris en compte. J'ai oublié cet exploit qu'il a réalisé. Mais je pense que les votants ont pris en compte justement... Tout à fait, pour marquer mon accord avec Élisée. Parce que comme il a dit, le Haut-Sassandra, c'est quand même une région habitée et une zone historique qui était naturellement étiqueté Front Populaire et PDCI. C'est vrai qu'aussi en 2001, le RDR, je crois, avait gagné le siège de la mairie de Daloa. Mais globalement,
il n'était pas en terrain conquis. Donc ça, il faut le saluer. saluer. Je lui reconnais très bien. Herman, un mot avant de passer à Marius? Non, enfin, ce que je voulais dire, c'est que je vais revenir avec le nom parmi les oubliés, parce que les mêmes... Non, on va faire les oubliés après. Donc, on va faire les oubliés après. Donc, nous avons la 10e place qui est occupée par le président du COJEB, Charles Blé Goudé. La 9e place par le porte-parole adjoint du gouvernement, ministre de la Jeunesse, le ministre Touré Mamadou. Montons donc, messieurs, à la 8e place. Et nous avons là le président des peuples africains, le Parti des peuples africains, le président Laurent Gbagbo, Marius Komoé, qui occupe la 8e place selon les téléspectateurs qui ont voté. Oui, c'est les téléspectateurs. Je ne jugerai pas donc de leur sensibilité politique qui les a amenés donc à choisir le président Laurent Gbagbo à cette place. Mais je peux vous dire que j'aurais bien voulu qu'il grimpe un tant soit peu d'échelon. Dans le occuper la 4e place. Mais au moins les 3 premières personnalités de ce pays. Voilà, parce que quand même, c'est Laurent Gbagbo et je ne pense pas, je ne dénie rien à ceux qui sont déjà à cette position. Voilà, parce que j'ai quand même beaucoup à dire sur eux aussi, parce qu'ils ont quand même marqué, oui, bien sûr, ils ont marqué l'année 2024. Mais Laurent Gbagbo reste Laurent Gbagbo. C'est comme M. Ouattara. M. Alassane Ouattara reste M. Alassane Ouattara. M. Laurent Gbagbo reste M. Laurent Gbagbo, tout comme M. Tidiane Thiam reste M. Tidiane Thiam. Bien qu'il soit venu dans l'arène politique ces derniers mois, mais son entrée fulgurante dans l'arène politique ivoirienne, lui, on a accordé cette place. Mais j'avoue que le président Laurent Gbagbo, d'abord sa venue, de Bruxelles, qui a drainé du monde. Ensuite, l'actualité même, il l'a dominé presque toute l'année. Il y a eu à faire des déclarations sur l'actualité politique. Bien sûr. Bon, sa rencontre avec le président Ouattara dès son retour. Et puis ses problèmes de papier pour être éligible et candidat. Bon, tout ça, ça a alimenté les médias. Donc, je pense qu'il a été quelqu'un qui a marqué quand même au cours de l'année 2024 l'actualité politique nationale. Enfin, un petit tour sur le président du PPACI, Herman. On commence par vous. Ce que je voudrais dire à ce niveau-là, dans un sondage sérieux, je ne vais pas mettre en doute l'échantillon qui est passé au vote. Mais pourquoi vous dites dans un sondage sérieux, oui? Tout échantillon en termes de personnalité politique en Côte d'Ivoire, je pense que Laurent Gbagbo, il est au coude à coude avec le président Alassane Ouattara. Oui. Ça, c'est un sondage d'opinion, si vous voulez, des téléspectateurs. Et je comprends bien. Donc l'échantillon n'a pas tenu compte de tous les aspects, il suffit juste d'appeler de toutes les caractéristiques des éléments dans un échantillon. Donc, pour moi, on est tous d'accord ici que des 10 là, si on passe à un vote des Ivoiriens, l'un ou l'autre peut être devant ou deuxième. Donc, si on ne voit pas, il y a lieu, je ne dis pas qu'il y a lieu de s'inquiéter, mais tout de même qu'on peut se dire que Laurent Gbagbo méritait à tout le moins la 2e place. Et ça, vous avez dit, ce sont des Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et même Bédié, paix à son âme. Eux, quand ils évoquent quelque chose, c'est plus populaire que toute autre personnalité politique en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on se le dise. Donc, si les deux sont restés, je crois bien que dans un sondage, on peut s'imaginer que les deux personnalités qui sont les leaders de la scène politique en Côte d'Ivoire soient au coude à coude dans tout sondage. Et ça, c'est mon avis. C'est le vote des téléspectateurs. Un numéro a été donné et les dépouillements ont été faits. Et voici donc le résultat. Et nous croyons que cela s'est fait dans toute la pure simplicité et honnêteté. Et je pense que cela a été quelque chose de très sérieux. On va écouter Barry demander la parole ensuite. Non, permettez Barry et Lisée, et ensuite Barry et Marius. D'accord. OK. Moi, j'ai entendu ce que Herman a dit, mais ça appelle de ma part un commentaire. Justement, c'est ce cliché-là qui va tromper et qui va surprendre les hommes politiques. Quel cliché, justement? Mais pensez qu'ils sont toujours au summum dans l'opinion des Ivoiriens. C'est ça qui va surprendre beaucoup d'hommes politiques. Exactement. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés depuis 2010 à aujourd'hui. Ceux qui aujourd'hui animent, je vais dire, l'électorat, ne sont pas forcément les mêmes qui étaient là il y a 2010. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les données ne sont plus les mêmes. Ce qui pouvait motiver quelqu'un à voter Laurent Gbagbo en 2010,
Ce n'est pas évident que ce soit la même chose qui motive cette personne à voter encore Laurent Gbagbo cette année. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et ça, il faut qu'on sorte vraiment de ces clichés-là. Il faut qu'on sorte de ces clichés. Si on se reste dans sa zone de confort et qu'on pense que parce qu'on disposerait d'une popularité qui relèverait des années 2010, on a tous cette même popularité, on risque de sortir de son sommeil surpris, totalement surpris. Hein, ça, je le dis honnêtement. Moi, ça s'explique. Ça dit quand je regarde ce résultat, je peux l'expliquer, je peux le comprendre. Avant la venue de Laurent Gbagbo, ça suscitait beaucoup d'espoir dans l'opinion des proches de Gbagbo, de ceux-là qui sont pro-Gbagbo. Mais le président Gbagbo, depuis son arrivée jusqu'à maintenant, regardez les pas qu'il a posés. Ce pas qu'il a posé là, ça a amené dans l'esprit de plusieurs des désistements. Lesquels, par exemple? Quel Le divorce déjà, avec ses amis d'autrefois. Ça a joué? Mais bien évidemment. Puisque déjà, il y a une scission derrière les différents partis. Ça fait plusieurs partis qui sortent carrément du parti central qui était là. Lui-même, il va créer le PPACI, il laisse le FPI, d'après lui, une enveloppe vidéo, tout ça, mais il y a même quelques cadres qui partent de l'autre côté. Le divorce avec Mme Simone de Yves Gbagbo, que ce soit le divorce même, je vais dire, conjugal, ou bien même le divorce politique, ça a aussi laissé des traces. Ça, c'est une réalité dans l'opinion. Quand vous quittez là, les pas même qu'on pose chaque fois dans les discours qui sont donnés au fur et à mesure, pour certains qui estiment qu'on attendait plus que ça de l'arrivée de M. Laurent Gbagbo. Quand aujourd'hui, on regarde la configuration des relations entre M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, mais ça crée des désistements. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte qui aujourd'hui peuvent permettre à certains Ivoiriens qui étaient très aduleurs du président Laurent Gbagbo aujourd'hui de prendre de la distance par rapport à un certain nombre de pas qui ont été posés. Donc ça, il ne faut pas qu'on se dise qu'on a une notoriété sur laquelle on surfe qui date des années 2000 et 2010 qui soit la même notoriété aujourd'hui. Ça, il faut qu'on sorte vraiment de ce cliché. Hein. Si on ne va pas sur le terrain pour convaincre les Ivoiriens avec des discours et des actes et qu'on reste dans l'optique d'une réputation qui daterait d'il y a 15 ans en arrière, mais on sortira vraiment très surpris de son sommeil. Barry, vous aviez un point là-dessus? Oui, en fait, je comprends un peu ce que Herman voulait dire. Il voulait juste contextualiser pour dire que c'est un vote par appel téléphonique. C'est vrai qu'un sondage politique, c'est tout un autre pédigré d'éléments qu'on prend en compte. Voilà. Mais je veux dire que cette initiative, ce n'est pas pour juger la carrière politique de quelqu'un. Je pense que ce qui est demandé, c'est précis et concis. Le contexte, c'est pour l'année 2024. Donc, vous pouvez être populaire, mais si pour l'année 2024, vous n'avez pas eu à poser des actes, un ou des actes marquants, dans ce vote-là, vous pouvez passer derrière. Ça ne veut pas dire qu'en 2025, vous ne serez pas au second tour d'une élection. Je pense qu'il faut faire cette nuance-là. Maintenant, autrement dit, le président Gbagbo, moi, personnellement, si c'est moi qui votais, je l'aurais mis dans le top 5 tranquille. Parce que c'est mon vote. Mais je ne peux pas dénier à un autre de faire un classement où il est 9e ou 10e, ou juger ce classement-là. C'est pas... Je veux dire que intellectuellement même, ça pose problème parce que vous émettez un jugement sur un choix. Le choix, il est toujours subjectif. C'est clair. Un vote, il y aura toujours des discussions. Très bien. Demandez d'autres, vous diront que parmi les 10, là, peut-être personne même ne mérite d'être dedans. Rassurez-vous, en seconde partie de ce temps d'antenne, nous reviendrons donc sur ce classement. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous sommes là donc pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours avec nous, Herman, Dr Barry, Marius Komoué, Élisée Boloubeu. Et nous allons continuer notre décryptage de ce vote qui a eu lieu, je le rappelle, fin décembre. On vous demandait par WhatsApp justement de nous dire, selon vous, chers téléspectateurs, quelle est votre personnalité politique de l'année 2024? Et je rappelle le classement en 10e position. Vous avez positionné Charles Blé Goudé, ensuite en 9e position le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. En 8e position, vous avez positionné le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le président Laurent Gbagbo. Et nous étions justement sur ce décryptage. Élisée avait fini d'avoir la parole. C'était autour de Marius. Voilà, pardon. Marius, allez-y donc. Votre regard sur cette position-là. Non, il faut être tout simple. Hein. Il faut dire ça, les choses très simples. On l'a déjà dit, tout le monde le sait et on ne le répétera jamais assez. Monsieur Laurent Gbagbo reste un homme politique d'envergure dans la sphère, dans le microscope. Hein, et dans le microscope politique ivoirien, je puis vous assurer que pour ma part, son parcours, surtout après sa libération de la prison de Schweinegen et son arrivée en Côte d'Ivoire, il a dit, Élisée, les pas qu'il aura posés, est-ce vraiment les pas que les Ivoiriens attendaient? Pour quelqu'un qui a fait attendre des milliers d'Ivoiriens, des millions d'Ivoiriens pendant 10 ans,
d'aucuns même étaient en exil pendant tout le temps que lui, il était en prison. Mais quand il revient, bon, c'est les premiers actes qu'il pose, c'est le divorce. Alors, les questions... Certains Ivoiriens auraient été déçus de cela, c'est ce que vous dites? Je fais partie de cela. Et je le dis de façon tout doucement, claire et Marius, distincte. tout doucement. Ah non, moi, je nage pas dans les eaux troubles. Moi, je dis les choses telles qu'elles se présentent. J'ai des bons rapports avec des gens dans son camp politique, sans pour autant être membre du PPACI. Je n'ai jamais été membre d'aucun parti politique. Donc, quand je dis les choses, je les dis avec ma sensibilité intellectuelle. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne me poser des problèmes de couple. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne me servir des problèmes de divorce. Je m'attendais qu'on vienne, qu'à son retour, eh bien, il reprenne la lutte là où il parlait de panafricanisme, là où il parlait de donner à la Côte d'Ivoire toutes ses lettres de noblesse au niveau international en nous affranchissant du joug de l'international. Voilà ce que nous attendions. Nous voulons être libérés justement de certaines choses. Et bon, ben, c'est ça qui a fait que beaucoup l'ont suivi. Mais si aujourd'hui, bon, on nous parle autre chose, des problèmes de couple et autres, mais nous, on n'était pas prêts pour ça. Voilà la réalité. Aujourd'hui, comment vous pouvez concevoir qu'un monsieur comme Assalé Tiemoko se retrouve en 3e position, pour ne pas dire, c'est 3e position, bien sûr. C'est le choix des téléspectateurs. Mais voilà, donc c'est le vote des téléspectateurs et l'opinion nationale a changé. Très bien. Et il faut le noter, il faut vraiment le noter pour tous nos hommes politiques, l'opinion nationale a largement et vachement changé. Très bien. Après donc le président Laurent Gbagbo qui occupe la 8e place selon votre vote, chers téléspectateurs. À la 7e place, nous retrouvons Jean-Louis Billon. Et à la 6e place, le président de l'Assemblée nationale, député d'Agboville, maire de Yopougon, Assalé Tiemoko. On va aller donc 2 par 2, vu le temps. Adama Bictogo. Adama Bictogo, pardon. Oh my God. Donc, à la 16e place, nous avons le président de l'Assemblée nationale, député d'Agboville, maire de Yopougon, le président Adama Bictogo. On ira donc 2 par 2, Herman, le 7e et le 6e. Oui, je pense que dans tous les cas, j'aurais mis Jean-Louis Billon dans le top 10. Parce qu'aujourd'hui, comme certains le disent, c'est lui qui fait que le jeu démocratique en interne au niveau du PDCRDA se fait. On a vu comment est-ce que aujourd'hui il est au-delà de la stature de président du PDCI occupé par Thiam. Aujourd'hui, il est plus ou moins la personnalité qui est plus en vue au niveau du PDCRDA. Et c'est tout à son honneur, surtout qu'il n'a pas jusque-là dit qu'il est plus militant ou bien voilà, du PDCRDA. Il reste toujours donc, militant. Il est sa place, je pense qu'on l'ait mis à la 9e, même 10e place. Je pense qu'il devait être dans ce top 10. Rapidement, le positionnement du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, moi je pense que, valablement, je pense qu'il est beaucoup plus présent dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il a ses comptes réseaux sociaux qui sont très dynamiques. Et cela lui permet d'être personnalité, de faire partie de cette liste-là. On voit que depuis un certain temps, surtout pour 2024, il a vraiment une équipe de communication qui essaie de soigner son image au public. Il va vers les populations. On le voit aussi beaucoup qui joue avec les populations. Vraiment. Il se rapproche des populations. Il se rapproche des populations, c'est tout à fait normal qu'il soit là. Comme Jean-Louis Billon, qu'on l'ait mis à la 10e place, même à la 5e place, ça peut s'entendre. Barry, votre point là-dessus? Bon, écoutez, Jean-Louis Billon, je pense que le contexte politique récent a beaucoup joué dans le choix parce que le match entre lui et le président Tidjane Thiam a occupé la scène médiatique. Je pense que généralement, quand on fait les choix, c'est le contexte aussi, le contexte du moment peut guider le choix parce que c'est un choix subjectif qui peut être marqué d'affection. Donc je pense que ça a joué au niveau du classement de M. Billon. Moi, je l'aurais mis dans le top 10. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un peu tout à l'heure comme le ministre Touré Mamadou. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a conquis le bastion du PPACI à Yopougon. Ce n'est pas un élément à négliger. C'est depuis son succès à la mairie de Yopougon et sa promotion à l'Assemblée nationale, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est au contact des populations, qui a une équipe dynamique et qui a beaucoup de réseaux sociaux parce que c'est un élément très important. Ceux qu'on a cités là, que ce soit M. Billon et lui, ils sont beaucoup de réseaux sociaux. Ils sont dans la proximité des populations. On en viendra tout à l'heure avec M. Tidjane Thiam. Je pense que ce sont des personnalités qui ont compris les réalités du moment. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont une grande influence sur les populations. Donc,
il faut l'exploiter à sa guise, quoi. Et on se rappelle ce dernier meeting qu'il a eu à faire, j'oublie un peu l'endroit, le président de l'Assemblée nationale qui disait que qui disait aux militants, je pense, aux populations venir l'écouter, nous devons être proches de vous, au lieu de rester loin, nous devons nous rapprocher de vous. Je pense que c'est pour cela, assurément, qu'il a été positionné justement à cause de sa vision proche des populations. Marius Komoué, rapidement, votre point sur les deux. Adama Bittogo et Jean-Louis Billon. Alors, deuxième employeur après l'État, M. Jean-Louis Billon, quand même, est un personnage assez connu des Ivoiriens pour la simple raison qu'il emploie au bas mot 37 000 Ivoiriens, toutes tendances confondues, dans les différentes entreprises familiales. Et je pense que depuis son entrée en politique, il a joué un rôle prépondérant parce que, quoi que les Ivoiriens ne le savent pas, mais ce monsieur, il a fait un parcours politique des plus impressionnants. Il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie, il a occupé des fonctions stratégiques et hautement politiques, il a même été ministre du Commerce et il a été même au sein du PDCI secrétaire exécutif en charge donc, des questions donc, de porte-parole au niveau du parti. Il avait donc la propagande. Et donc un autre volet de la communication du PDCI entre ses mains et dans sa lutte pour être le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025, il se retrouve face à M. Tidiane Thiam, qui du reste vient d'arriver dans le terrain politique. Il va sans dire que M. Billon, qui lui réclame sa longue vie au sein du parti, sa contribution au sein du parti, au niveau de la vitalité du parti, il dit qu'il a apporté beaucoup au parti. Très bien. Pour qu'aujourd'hui, parce que les choses tournent autrement, on veut donc les ignorer. On ne va pas revenir sur l'affaire, Marius. Regardons seulement le classement. Monsieur Thiam, Jean-Louis Billon est un candidat sérieux pour les présidentielles de 2025. Très bien. Mais M. Adama Bittogo aussi reste un homme d'actualité. Il marque son pas, il fait avec ses stratégies. Et je peux vous assurer qu'on ne serait pas surpris si d'ordinaire le président Ouattara ne partait pas à cette élection, eh bien nous ne serons pas surpris qu'il ait sa chance au niveau du RHDP. Il serait selon vous le meilleur cheval? Non, il a aussi un cheval, au même titre que le vice-président et au même titre que plusieurs autres cadres du parti. Très bien. J'allais dire Marius. Élisée, votre point là-dessus et on va aller au pas de course. Oui, mais moi je pense déjà que concernant Billon, ce que les autres ont dit, que je prends à mon compte, on ne pouvait pas parler d'acteur politique 2024 sans quand même parler de Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon est au devant de la scène. Jean-Louis Billon, en tout cas pour ces dernières semaines, a cristallisé l'actualité avec tout ce qu'on sait au niveau du PDCI-RDA. Donc, se retrouver à la 7e place, pour moi, se justifie. Maintenant, concernant le président de l'Assemblée nationale... Oui, à la 6e position. Oui, je pense que les années passées se ressemblent pour ce qui le concerne. Chaque fois, les gens l'ont positionné comme un acteur politique majeur, un acteur politique clé, ce qui n'est pas faux en réalité. Quand on sait déjà ce dont il a été capable, quand il occupait déjà le secrétariat exécutif au niveau du RHDP, ce qu'il avait réussi à faire en son temps. Aujourd'hui, il est au pêchoir, mais là encore, on voit un peu, je vais dire, la maestria avec laquelle il gère les relations au niveau des députés. Si bien qu'il est arrivé même à se faire adouber par l'ensemble des groupes parlementaires. Ça montre déjà sa capacité politique. Donc, c'est des choses qui ne suivent pas. Et le fait de gagner de Pougon surtout également. Oui, ce n'était pas donné. On avait, en tout cas, bien peu d'Ivoiriens pouvaient compter ou bien pouvaient parier à ce qu'il remporte Yopougon. Mais le résultat est là. Il a effectivement pu obtenir la mairie de Yopougon. Ça montre qu'il reste un homme politique aguerri. Très bien. Alors, la 5e et la 4e place. Nous allons donc observer et je voudrais qu'on passe au pas de course, messieurs. 5e position, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le président Tidiane Thiam. Et en 4e position, vous avez le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Herman. Tidiane Thiam, c'est sans surprise. Comme on le dit aujourd'hui, le PDCI-RDA, Daouda le dit ici, il n'est pas là, je le cite. C'est un coucou pour lui. Et le PDCI n'a jamais été aussi proche. Ça, c'est Daouda, ça. Et c'est grâce à cette unité retrouvée autour de leur président Tidiane Thiam. Et donc, ça aurait étonné qu'il ne soit pas dans ce classement, même dans le top 5. Et c'est tout à fait normal qu'il soit dans le top 5. On ne va pas venir dire s'il aurait pu être
le deuxième ou le troisième, quatrième de ce top-là. Mais dans tous les cas, il mérite bien sa place là. D'accord, très bien. Barry, la 4e position, la 5e position. Écoutez, M. Tidiane Thiam, comme il l'a dit, il est quand même beaucoup mentionné dans l'actualité politique et médiatique. Donc, ce n'est pas étonnant. C'est quelqu'un qui dirige une machine comme le PDCI. Donc, c'est normal qu'il soit vu ainsi. S'agissant du Premier ministre, je pense qu'il a quand même fait un gros boulot avec la CAN parce qu'il récupère la primature au moment où il y avait une incertitude, les infrastructures n'étaient pas terminées, il y avait un doute et il a fait un travail managérial exceptionnel qui a permis aux Ivoiriens d'organiser cette CAN-là et il continue aussi de superviser les chantiers. Je pense que les Ivoiriens commencent aussi à s'habituer à son visage, c'est pourquoi il figure à cette place-là. Très bien. Marius ? Alors, moi, je commencerai par M. Tidiane Thiam. J'avoue que son arrivée sur la scène politique a donné un regain de vitalité au sein de son appareil politique, qui est le PDCI-RDA. Il est venu avec de nouvelles idées, il prêche une nouvelle forme de politique, contrairement à ce qui nous avait été servi par le passé, où c'était des empoignades, des propos virulents, des injures, les menaces et tout ça. Mais M. Tidiane Thiam pose des problèmes liés justement au vécu des Ivoiriens, liés justement à la croissance économique du pays. Et il n'invective personne, il reste toujours très respectueux de ses adversaires politiques, et tout cela est à son honneur. Bon, de là à gagner une élection présidentielle face à M. Laurent Gbagbo, face à M. Alassane Ouattara, ou même encore à d'autres acteurs politiques et non des moindres, bon, c'est une autre paire de manches, mais bon, je lui souhaite bon vent. Regardons, observons justement, allons avec Élisée, le Premier ministre qui occupe la 4e place, Élisée Bouloudou. Oui, je pense quand même que, à mon avis, ça peut se justifier. Déjà, très peu d'Ivoiriens avaient parié quand il s'agissait de remplacer le Premier ministre Patrick Hachi. Nombreux ont été les Ivoiriens qui ont été surpris de la désignation de M. Begri Mangwe comme Premier ministre. Mais après un an, on se rend compte qu'effectivement, ça a été un choix éclairé de la part du président de la République. Quand on voit déjà l'organisation de la CAN qu'on lui a confiée, quand on voit les différents travaux qui, pour certains, quand même traînaient le pas, mais qui aujourd'hui ont pris une allure accélérée, on voit qu'il y met la pression et il va vraiment à pas de course. Donc je me dis aujourd'hui, si on veut regarder les chantiers qui lui ont été confiés lors de la nomination, on pense qu'il a réussi son pari. Et donc, c'est juste aujourd'hui qu'on puisse quand même le mettre parmi ce top 10-là. Il va à son style, avec un style particulier, mais réussit ses chantiers. Il a un style particulier à lui. Même s'il faut qu'on souffre pour qu'on ait de la joie après. La théorie de la souffrance. Des joies. Voilà, on s'est rendu compte qu'avec des joies c'est philosophique. Oui, finalement, on a eu une joie globale. Parce qu'on a commencé des joies en morceaux au niveau de la CAN pour finalement avoir la joie globale en ayant la CAN. Vraiment, notre Premier ministre, c'est juste pour chahuter. Mais c'est dit que c'est quelqu'un qui a une méthode qui n'est pas forcément une méthode qu'on a vue par le passé, mais qui porte ses fruits. Voilà, qui porte ses fruits. Et c'est justement, je dis, mérité qu'il soit dans ce top 10-là. Et on le salue. Moi, ce que je note chez lui, honnêtement dit, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui pose des pas, et des pas vraiment qui parlent pour lui. Et c'est quelqu'un aussi qui est dans l'apaisement. On n'a jamais vu un discours vindicatif de sa part. Même quand parfois on a eu des situations houleuses, il s'est toujours enfermé avec les concernés et on a vu après que les choses sont décantées. Donc ça, vraiment, c'est à son actif. Et je tenais à lui dire merci pour ça. Herman ? Je n'avais pas dit de mots sur le Premier ministre Mangwe. Je constate effectivement, je prends les mêmes propos que mes confrères là-dessus. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre à son actif pour 2024, c'est qu'avec ces grandes théories mathématiques qu'il a convoquées dans la gestion... Les polynomiales. Et la souffrance aussi, les joies morceau par morceau, ce sont des choses qui, avec ces langages-là, franchement, ça touche les jeunes. Voilà. Donc moi, je pense que ça lui a apporté une grosse touche de popularité, surtout que même lorsque les gens faisaient des dérisions, voici un monsieur qui est très pacifiste. Lui-même, souvent, il continuait pour montrer cette chaleur humaine, cet humour à l'ivoirienne. En tout cas, moi, je pense qu'il mérite bien. En tout cas, la réussite de l'organisation de la CAN. C'est un pari qu'il a réussi à tenir. C'est le top niveau. En plus, dans la gestion même de la chose administrative, dans la gestion de la chose du pouvoir d'État, il met
vraiment, il maîtrise. Il maîtrise ses ministres. Merci beaucoup. Et quand il donne des instructions, mais c'est à exécuter parce que lui-même, il les suit jusqu'au bout. Merci en tout beaucoup. Cas, félicitations à lui. Merci beaucoup, Marius Komoé. Alors, le top 3 donc, se dessine. En troisième position, nous avons donc le député maire de Tia-Salé. Aujourd'hui, président de mouvement politique, Élysée ADCI. Élysée, on commence avec vous. Assalé Timoko, qui occupe, selon les téléspectateurs, la 3e place. Oui, mais moi, quand on regarde tout ce que Assalé a fait durant cette semaine, on ne peut pas, durant cette année 2024, on ne peut pas parler de vie politique, d'actualité politique, d'intensité politique sans parler d'Assalé Timoko. Assalé Timoko a réussi déjà le pari de se faire réélire lui-même à la tête de la mairie de... Dans un contexte assez complexe, oui, de la mairie de Tia-Salé en 2023. En plus de ça, il était très actif sur les questions d'intérêt national. Aujourd'hui, il a pour lui, peut-être qu'il y a d'autres qui existent, mais il a pour lui, en tout cas, je veux dire, cette réputation-là d'être ce député-là qui a proposé, qui a fait des propositions de loi jusqu'à présent sur la table des députés, du président de l'Assemblée nationale sur certaines questions cruciales de la République. Et ça, c'est vraiment à son honneur. On a vu qu'il y a eu des crises de data, il y a eu un certain nombre de sujets pour lesquels vraiment il a réagi, il est monté au créneau. porté la voix. Donc, du coup, il a répondu à ce que les Ivoiriens attendaient. Donc, aujourd'hui, ça se voit aisément. Là, il a mis en place un mouvement politique ADCI. Et vous voyez ce mouvement qui a fait son premier congrès, qui était dans une salle Achicom de la Fondation, où il y avait du monde qui, aujourd'hui, qu'on le veut oui ou non, Assalé Timoko devient audible dans l'oreille des Ivoiriens. Ça, c'est une réalité. Son discours devient audible. On se rappelle aussi cette prise de position pour GESCO, le déguerpissement. Bien sûr, de plus en plus d'Ivoiriens, en tout cas, commencent à entendre ce discours-là et commencent à être réceptifs à l'oreille de plusieurs Ivoiriens. Donc, c'est normal qu'il se retrouve à cette 3e place, parce qu'en termes d'intensité, d'actualité politique, il était présent vraiment. Marius Komoé. Alors, son engagement dans la suppression donc, des COGES, sa lutte pour la suppression donc, des COGES a eu un impact vraiment social, un impact social notable. Mais au-delà de cet aspect des choses, Élysée le disait, c'est également l'engagement dans la lutte contre justement ce que nous avons appelé la crise des data, et où il a quand même joué son rôle de député. Mais il n'y a pas que ça, il y a que Assalé Timoko a été régulièrement à agiter le Parlement. Il a proposé des lois. En tout cas, il est présent sur les réseaux sociaux, sur ses pages Facebook, sur ses pages Twitter, sur toutes ses pages des réseaux sociaux. Et c'est la personnalité politique au niveau de la jeunesse qui a marqué vraiment l'histoire, l'année 2024, l'histoire de ce pays. Barry? Écoutez, M. Assalé Timoko, il utilise bien son aura. Il s'est fait élire sans étiquette politique, ça c'est à saluer, et à l'Assemblée nationale et à la mairie. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup les canaux digitaux pour communiquer, et il s'est fait entendre, il marque sa différence au niveau du Parlement. Je pense que c'est ce qui joue beaucoup dans son marketing personnel. Moi, je pense qu'il y a un élément que j'ai très apprécié dans l'intervention à propos de certaines autres personnalités, dans les propos d'Élysée, de Marius. Aujourd'hui, c'est que la conscience citoyenne bouge. Les Ivoiriens sont beaucoup plus regardants sur le contenu que l'offre politique. Et aujourd'hui, on peut dire, dans la nouvelle génération, Assalé Timoko a une autre façon, une nouvelle manière d'aborder les choses, de rester sur les questions d'intérêt national. Et ça c'est très important. Ramener la question sociale au cœur du débat politique. Et il y réussit à le faire. Pendant que certains hommes politiques restent souvent sur la politique politicienne, il est très concentré sur les questions sociales, les questions d'intérêt. Et c'est ce-là qu'on appelle la politique en réalité. Aujourd'hui, comme on le dit, c'est l'un des députés qui a compris le sens d'un siège à l'Assemblée nationale. Donc, c'est tout à fait normal que, par surprise, et, enfin, on ne dirait même pas que c'est une surprise, qu'il soit dans le top 3. Très bien. Alors, la deuxième place, on va courir rapidement. C'est lui qui a même révélé les salaires même des députés pour compléter les propos d'Élysée. Très bien. Merci beaucoup, Marius. On ne savait même pas tous les avantages que détenait un député, mais grâce à lui, nous le savons aujourd'hui. Merci beaucoup, Marius. Alors, en deuxième position, nous avons le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Élysée Boloubeu. Oui, le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, il faut dire, moi, je fais partie de ceux qui attendaient de le voir à l'œuvre quand le Premier ministre, à son âme, Ahmed Bakayoko, est décédé et qu'on lui a confié les rênes du ministère de la Défense. Quand on savait cette fusion qu'avait réussi à créer Ahmed Ouattara et Ahmed Bakayoko avec l'armée, on se demandait, mais est-ce que le ministre Téné Birahima pourrait relever le défi?
Mais je dirais pratiquement 2 ans après, on est devant la réalité. Il a réussi plus que même de relever le défi. Aujourd'hui, il a réussi à maintenir une certaine cohésion dans l'armée. Il a réussi à amener l'armée à un certain niveau en termes d'équipement, en termes de formation. Moi, je pense que c'est le leadership qui n'apparaît pas à première vue, mais qui obtient des résultats qui parlent pour lui. Bon. Et ça, c'est vraiment à son actif. Aujourd'hui, notre pays est confronté à un défi sécuritaire avec tout ce qui se passe dans la zone septentrionale de notre pays au nord, avec tout le défi face au terrorisme. Mais si aujourd'hui on est arrivé à contenir cela, aussi bien au niveau de nos frontières qu'à l'intérieur, je pense qu'on lui doit aussi. Voilà, donc pour moi, le retrouver dans le top 10 n'est pas une surprise. Les propos d'Élysée, Marius Komoé se retrouve au top 2. Il faut rappeler qu'il a quand même porté la discussion jusqu'au Burkina lorsqu'il y avait donc, on était au début des tensions avec ce pays-là. Allez-y. Il a dit, c'est un homme qui ne fait aucun bruit. Bon, je ne sais pas si c'est sa posture de frère cadet du chef de l'État, mais je reste admiratif d'un homme de ce trempe parce que, comme il a dit, on a été fortement surpris de savoir qu'après Ahmed Bakayoko, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ce monsieur aurait pu contenir notre armée. On se souvient encore des soubresauts à Bouaké que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pu contenir. Mais lui, depuis son arrivée, plus jamais on a entendu un son discordant au sein de notre armée qui est resté la grande muette. Il a géré même les difficultés de notre armée avec leurs collègues de l'extérieur dans la discrétion. C'est un homme à saluer et nous lui disons merci de maintenir la paix et la sécurité dans ce pays. Barry? Mais écoutez, moi je suis sous le charme du ministre. Hein. C'est une force tranquille, ce n'est pas quelqu'un qui est va-t-en-guerre, qui fait du bruit. Et la gestion des dossiers des 49 soldats avec le Mali et les 2 gendarmes ivoiriens prouve à raison que c'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et il sait où il va. Donc sa place est méritée pour moi. Et bon, comme vous n'avez pas parlé de ceux qui devaient être les absents. On reviendra justement là-dessus. On finit le classement et puis on revient sur les absents. Herman? Ils l'ont dit, hein, j'admire surtout son calme, sa discrétion et sa démarche, comme Barry l'a dit, qui est méthodique. Et sa présence même, malgré toute cette discrétion, sa présence au cœur des grandes questions qui concernent le pays. Je prends par exemple la crise sur le campus qui concernait la FESI et la dérive qu'on a observée. Je pense bien que quand il s'est immiscé là-dedans, ça a permis aujourd'hui d'avoir une certaine accalmie. Et puis c'était une question, au-delà de la sécurité, une question de défense. Quand on connaît plus ou moins le parcours de ce syndicat-là qui est la FESI, aujourd'hui, certains pariaient que peut-être les 2 semaines qui allaient suivre, ça allait être chaud sur les campus, mais les choses roulent. Voilà. Donc je pense bien qu'il mérite d'être dans le top 10. Maintenant, sa position, c'est le choix donc des téléspectateurs. Le choix des téléspectateurs, ça peut être sujet. Alors, la première position, selon les téléspectateurs qui ont fait ce vote-là, est occupée par le président de la République, chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Élysée Boloube. Je pense que la première place occupée par le président Alassane Ouattara peut se justifier, hein, à mon sens. Parce que tout ce qu'on a dit, surtout des membres du gouvernement qui font partie de ce top 10 et autres, on peut le lui affecter, hein, parce que c'est son leadership qui a été obtenu. Quand on parle de la CAN, voilà. Je pense que quand en 2014-2015, la Côte d'Ivoire postulait pour organiser la CAN, bien peu d'Ivoiriens pouvaient croire qu'en un espace aussi réduit, on aurait eu tous ces stades-là et qu'on pourrait organiser une telle fête. Mais en l'espace pratiquement de 6 ans, 7 ans, on a réussi à tenir le pari. On le lui doit. Ça veut dire qu'il avait déjà une vision en avant sur nous et il a réussi à concrétiser cette vision-là. Quand on regarde un peu les négociations, comment ça a été mené pour la libération de nos 49 soldats début janvier, c'est aussi à mettre à son actif. Quand on voit comment il a réagi vis-à-vis de tous ces invectives et tout ce qu'on attendait venant de l'espace AES, il est resté toujours stoïque, calme, il n'a jamais mis un mot au-dessus d'un autre. Il a vraiment géré la situation de façon diplomatique. Quand on voit aujourd'hui le leadership qu'il dégage, même dans la zone CEDEAO, au point où les gens m'oublient qu'il n'est pas le président de la CEDEAO, qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, mais pas le président de la CEDEAO. Quand quelque chose se décide de la CEDEAO, c'est le président Alassane Ouattara. Parce qu'il a réussi à dégager un tel leadership. Donc, le retrouver aujourd'hui à ce positionnement n'est pas une surprise. C'est clair. Marius Komoé. Alors, un grand homme d'État, quand on regarde ce qu'il a apporté à ce pays,
pour nous qui avons l'habitude d'aller à l'extérieur pour soit des ateliers, des conférences, des séminaires, je peux vous dire qu'à l'évocation du nom de la Côte d'Ivoire dans les sphères de décision internationales, nous sommes fiers d'être assis là. Nous sommes fiers d'avoir à regarder le regard des autres sur nous. Mais à l'intérieur même de notre pays, c'est vrai qu'à l'interne, nous avons beaucoup encore à réclamer. Bien sûr, on n'est jamais satisfait, mais j'avoue que les infrastructures dont le pays est doté, les échangeurs que nous voyons, tout ça, c'est au bénéfice de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup, nous autres, défenseurs des droits, des consommateurs, des questions de cherté de la vie, mais des avancées sont notées et des avancées sont notables au niveau national. Herman, le président occupe la première place de ce classement. Si on est tous d'accord que le peuple ivoirien, aujourd'hui, la personnalité politique même de l'année, vu tout cet élan de solidarité, le retour de ce sentiment d'unité, là, on a vu avec la jeune dame Zénab, comment est-ce que les Ivoiriens l'ont poussé jusqu'au bout. Aujourd'hui, plus ou moins, même sur les réseaux sociaux, quand quelque chose concerne la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont tous, ils laissent du côté leur bord politique, leurs tendances et autres, pour porter. Et ça, si on est d'accord que c'est le peuple ivoirien qui est la personnalité politique ivoirienne, c'est à l'honneur du président Ouattara, qui, malgré tout ce qu'on peut dire, qui a bâti aussi, qui a fait sa part, qui continue de faire sa part pour la Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir sur les chantiers, les infrastructures. Quand on sait le niveau, le kilométrage en termes de route qu'on a aujourd'hui, quoique il pourrait faire encore beaucoup plus, mais il l'a fait déjà. Moi, je pense que c'est à son honneur. Et ce n'est pas étonnant qu'il soit la première personnalité politique dans ce sondage d'opinion des téléspectateurs de Live TV. Merci Herman. Barry, rapidement. Mais écoutez, moi, ce que j'aime chez le président Alassane Ouattara, sa méthode. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il ne parle pas pour parler, il va à l'essentiel. Il est plus dans les actes que dans le verbe. Voilà, et c'est ce qui a toujours caractérisé sa personnalité. C'est un homme d'État. Les populations ont voté, on a dit tout à l'heure, le Premier ministre. Il n'y a pas de Premier ministre sans président, il est nommé par quelqu'un. Donc, tout le bénéfice que doit engranger un gouvernement, c'est d'abord le chef de l'État parce que c'est le chef de l'exécutif. Je pense que c'est un monsieur accompli qui a une belle carrière professionnelle, président de la République pendant 15 ans. J'espère qu'en 2025, il nous fera le plaisir de nous donner une alternance. C'est votre point, Barry. En tout cas, alors, messieurs, pour terminer notre émission, on parle de personnalité politique de l'année 2024. C'est vrai, il n'est plus dans le gouvernement, mais j'ai une pensée pour celui que vous appelez le blanc de Lamé, en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le blanc de Lamé, le Premier ministre Patrick Hachi. Parce que tous les travaux entamés, il a quand même été la main d'œuvre sous le leadership du président de la République, avant de céder évidemment sa place au Premier ministre actuel, Begré Mambé. Mais politiquement, il a fait des choses extraordinaires. Oui, politiquement, il a réussi comme Mamadou aussi, à renverser l'AME, ou bien à reverser l'AME au RHDP, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il a réussi aujourd'hui à faire de l'AME une zone conquise à tous les élus par le RHDP. Alors, on va grignoter 2 petites minutes, messieurs, chacun son classement. Non, moi je pense que rapidement, il fait partie, chacun votre propre classement. Il fait partie de l'un des grands oubliés de ce sondage d'opinion, je pense. Aujourd'hui, tout à l'heure, on était très heureux de constater les exploits du Premier ministre Robert Begré Mambé. Mais les chantiers dont il fait le suivi ont été lancés pour la plupart par Patrick Hachi. Sous Patrick Hachi, le président Alassane Ouattara, il n'a eu que des mots de félicitations à son endroit. Donc voilà, stratégiquement, le président a fait un autre choix pour placer Robert Begré Mambé. Je pense que quand même, il mérite une place dans ce top. Justement, votre classement maintenant. Moi, je l'insérerai à la 4e place. À la 4e place. Barry. Bon, je ne vais pas faire un top 10, mais mon coup de cœur, c'est M. Fidel Sarasoro. Pour justement le dossier des 49 soldats, ça a été le binôme du ministre de la Défense. Voilà, à la quelle place? Bon, je l'aurais mis 5e. Marius Komoé? M. Ouattara, M. Gbagbo, 2e place. M. Ouattara, 1e place. M. Gbagbo, 2e place. J'aurais pu mettre M. Thiam à la 3e place, après M. Gbagbo. Ensuite, j'aurais peut-être avancé M.
Begré-Mambé à la 4e place, et ainsi de suite. Très bien. Élisée Boloubeu? Oui, comme il n'y a aucune femme dans vos différents... J'aurais mis Masséré. C'est extraordinaire. Voilà. Oui, moi comme Annou Loto, je l'aurais mise aussi. Annou Loto plutôt, oui. Oui, ben, vous savez, si on demande aux 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, on aura 30 millions de classements. C'est clair. Moi, je pense que le classement qui est là, pour moi, il me semble beaucoup plus objectif. Okay. Comme vous, le constat que je fais, peut-être, à mon avis, on aurait pu quand même trouver une place pour le Premier ministre Patrick Hachi, parce que j'estime pour ma part que ce qu'il a réalisé sur le plan politique, et je veux dire sur le plan technique, en tant que Premier ministre quand même, font de lui, pour moi, une personnalité politique. C'est vrai que c'est 2024, il n'était pas aux affaires, mais politiquement, il a continué d'exercer. Et aujourd'hui, même, il reste encore dans le sillage du président Ouattara et tout ce qu'on voit. Donc, pour moi, c'est lui qui manquerait à ce classement. Peut-être qu'on aurait dû le mettre. Alors, c'est vrai qu'il n'était plus aux commandes en 2024, mais on a quand même une pensée pour Bien lui. Sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis, pour toutes ces femmes qui travaillent dans ce marigot politique qui n'est pas très aisé, vous avez parlé de... Annou Loto, Madame Simone Yves Gbagbo, également qui d'autre, Madame Kandia Camara et tout cela. Oui, comme il le dit, la secrétaire générale de la présidence, c'est une première fois qu'une femme est secrétaire générale de la présidence. Madame Masséré Touré connaît, je pense quand même aussi. Elle mérite également sa position, sa place. M. Bion, si ça tenait qu'à moi, serait un peu remonté. Alors, mais en tout cas, vous avez fait votre classement, mais nous voulons vous dire que pour au-delà de ce classement, le peuple ivoirien, pour sa résilience, pour sa patience et justement pour le fait de porter cette terre ivoirienne, dès que l'orange blanc vert est engagé, le peuple ivoirien mérite également la première place. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le peuple de Côte d'Ivoire? Le peuple de Côte d'Ivoire. Et voilà, le symbole pour nous qui marque la force de ce peuple, c'est cette victoire qu'on n'oubliera pas de sitôt. Même si nous gagnons la CAN au Maroc. La plus belle CAN jamais organisée. J'ai l'impression d'entendre de Daouda. Et ces images-là, on aimerait donc les voir très souvent. L'orange, blanc, vert, c'est ça qui nous unit. Les hommes passeront, mais la terre restera. Merci de nous avoir suivis. Excellente année à vous. Paix chez vous, santé surtout. Et que Dieu continue de nous garder. Vive la Côte d'Ivoire. À demain, les programmes continuent sur Live TV. Merci les amis. Bonne année encore à Herman, Barry, Marius, Élisée, à toutes les équipes. Réalisation IB, les équipes éditoriales, Maïmike et Raciste et Aïcha Crépi, au chef de plateau, au cadreur, au son, au note à la vidéo, enfin bref, excellente année à tous et à toutes. À demain.